résumé de Par-delà le bien et le mal, le classique de la philosophie de Friedrich Nietzsche va commencer. Profitez bien. Point clé 1. Même les cyniques ont besoin de réfléchir. De nombreux ouvrages philosophiques ont résisté à l'épreuve du temps, mais l'un d'entre eux se distingue par sa remarquable clarté. Contrairement à de nombreux textes philosophiques denses, l'approche de Nietzsche est concise, vivante et engageante. Au lieu d'imposer une idéologie particulière, il incite son public à remettre en question de manière critique les stéréotypes qui prévalent dans le monde moderne. Nietzsche s'est inspiré de nombreuses sources, notamment Arthur Schopenhauer, Richard Wagner et Paul Rée. Schopenhauer, philosophe renommé et athée convaincu, a imprégné les premières œuvres de Nietzsche d'une profonde connotation religieuse. De plus, Wagner, célèbre compositeur, et Rée, philosophe lui aussi, ont influencé son point de vue sur la souffrance et la moralité. Les liens de Nietzsche avec ces personnes ont même influencé son raisonnement philosophique. Lorsqu'il rompt son amitié avec Wagner, il réévalue complètement ses opinions. La morale n'est pas absolue, elle dépend de facteurs tels que la politique, la culture et les Lumières. À cette époque, Nietzsche adopte un mode de vie ermite, ce qui modifie le cours de ses publications philosophiques. Plutôt que d'éluder des aspects fondamentaux tels que la volonté humaine de vivre, d'exister, de procréer et d'innover, il prône l'importance d'accepter la vie et toutes les souffrances qui l'accompagnent pour la vivre pleinement. Pendant la majeure partie de sa vie, Nietzsche a contesté sans relâche presque toutes les doctrines et éthiques dominantes qui régissaient l'existence humaine dans l'Europe moderne. À la fin de sa vie, l'ensemble de ses réfutations l'ont amené à dire oui. Oui à la vie, à ses difficultés, aux disparités entre les couches sociales, à la douleur et à l'inévitabilité d'une vie triste. Nietzsche a été largement reconnu comme un penseur exceptionnel. Ses écrits présentent aujourd'hui l'esprit et les idées du philosophe dans leur intégralité. Parcourez ce résumé pour vous plonger dans ces idéologies prophétiques sur la moralité dans une société civilisée. Point clé 2. Sur les préjugés philosophiques et les philosophes libres d'esprit. Les philosophes ont l'habitude de façonner la vie à leur image et d'imposer leur vision à leurs disciples. Nietzsche, par exemple, considérait le stoïcisme comme une forme de tyrannie auto-imposée, ignorant l'importance de la passion et de la douleur personnelle. Pour lui, il s'agit d'une forme d'humiliation de soi, qui ne sert qu'à afficher sa supériorité et son pouvoir sur les autres. Les philosophes construisent des châteaux en Espagne sous prétexte de formuler des théories plausibles. Cependant, lorsqu'ils reviennent parfois à la réalité, ils apportent de nombreuses questions auxquelles il aurait été possible de répondre en quelques mots. Pour Nietzsche, les philosophes tentent de préserver leur position, et son opinion est compréhensible si l'on considère le regard qu'il porte sur ses prédécesseurs et pairs intellectuels. Par exemple, il pensait que plusieurs philosophes justifiaient indirectement les criminels dans leurs œuvres. Pourquoi ? La philosophie exige une approche globale de toutes les activités humaines, y compris les aspects moraux et immoraux. Les penseurs se taillent une place en défendant l'un ou l'autre camp, mais certains philosophes plongent dans le royaume des esprits corrompus, rationalisant leurs actions. Contrairement à la croyance populaire, la soif de connaissance est différente de la philosophie. Dans le cadre de la classe philosophique, Nietzsche a eu quelques réflexions sur l'humanité. En somme, il ne cache pas sa désapprobation de la société. Selon lui, les individus évitent d'affronter les difficultés de la vie, en particulier la souffrance. Au contraire, ils l'évitent et s'empêchent ainsi de devenir des êtres complexes. Par exemple, il affirmait que l'individu moyen adopterait volontiers des dogmes sur l'existence de Dieu et la manière dont il interagit avec les humains, avec toute leur construction stéréotypée. Pourtant, cette même personne saisit toutes les occasions de mal interpréter, par exemple, les Écritures, pour les adapter à son point de vue, au lieu d'adopter les enseignements tels qu'ils sont. Nietzsche s'est fait le champion de l'autonomie humaine, insistant sur le fait que les barrières de la moralité ne devraient pas entraver le voyage d'une personne vers la découverte de soi et l'épanouissement. De plus, il soutient que la recherche de la vérité est futile pour les penseurs, les observateurs naïfs, les moralistes et l'humanité. Selon lui, la vérité est subjective et alignée sur les croyances individuelles. Malgré ces notions radicales,
Ses idées n'ont été que peu reconnues de son vivant. S'il avait prévu l'étendue de son influence posthume, il aurait peut-être abordé ses opinions avec une touche de conservatisme. Point clé 3. Celui qui a rationalisé le ciel. Au XVIIIe siècle, la révolution industrielle et la réforme des relations économiques ont commencé à modifier les modes de vie et les croyances, y compris la religion. Mais la religion n'a pas pu échapper à cette période de changement, qui s'est reflétée dans les textes littéraires et philosophiques. Nietzsche a été le premier à proclamer le caractère rudimentaire de la religion. Il s'insurge avec ferveur contre ce qu'il perçoit comme un déclin de la spiritualité, en particulier chez les chrétiens européens de son époque. En tant que libre penseur, il estimait que beaucoup exploitaient la religion, l'utilisant comme un moyen commode d'exercer leur volonté tout en négligeant ses formes et ses structures rigides. Cependant, il propose un paradoxe. Même si la religion promeut des vertus telles que la spiritualité, l'humilité et la modestie, elle atténue en fin de compte le potentiel inné des individus, ce qui conduit à une dilution des capacités et des aspirations de l'homme. Nietzsche estimait que de nombreux chefs religieux manquaient d'intelligence et d'originalité. Néanmoins, compte tenu des contributions sociétales de l'Église au développement de l'Europe, Nietzsche n'a pas hésité à reconnaître ses mérites. Néanmoins, il pensait que l'humanité pourrait mieux exercer son jugement et sa moralité si elle était autorisée à prendre des décisions basées sur l'inclination de son intuition. La foi répond à notre besoin de joie, d'optimisme et d'espoir, malgré la cruauté du monde. Nietzsche s'est également inspiré de divers textes, notamment de la Bible, dont il a tiré de nombreuses citations. Par exemple, l'une de ses déclarations illustre la relation entre la religion et la compréhension intellectuelle. Selon lui, chaque personne vivante, quelle que soit sa conception du théisme, s'efforce d'affirmer son influence, son pouvoir, ses principes et ses inclinations personnelles dans tout ce qu'elle fait. Pour être clair, Nietzsche n'a jamais plaidé en faveur de l'abolition de la religion, mais il a critiqué la superficialité, le plaisir et le patriotisme en tant que distraction des valeurs supérieures. Pour lui, le christianisme encourageait la faiblesse, la fragilité et l'acceptation de la soumission. Il pensait que l'Europe finirait par se décomposer si les valeurs chrétiennes continuaient à prévaloir, affirmant en substance que Dieu est mort aux yeux de ses adeptes. La morale est tellement ancrée qu'elle survivra à la mort de la religion. Friedrich Nietzsche. Le saviez-vous? De santé fragile pendant la majeure partie de sa vie, l'état mental de Nietzsche s'est considérablement détérioré après avoir vu un vieux cheval se faire fouetter dans la rue. Ses réflexions sur la morale ont transcendé non seulement l'humanité, mais la vie elle-même. Point clé 4. Sur l'histoire de la morale et la détresse des intellectuels. Nietzsche n'avait pas l'intention d'établir des systèmes moraux dans sa philosophie. En fait, il rejetait la morale comme une entité sans valeur. Au contraire, il pensait qu'elle empêchait ceux qui étaient capables de vivre leur meilleure vie de le faire. En d'autres termes, la morale fournit les moyens de survivre, mais pas de vivre. Les sociétés se structurent intrinsèquement autour d'un ensemble de règles optimales qui leur permettent de rester viables. Mais cet équilibre délicat peut s'effondrer lorsque des règles arbitraires sont imposées sous prétexte de créer des liens. L'Europe moderne illustre le fait que forcer la balance de la moralité peut impliquer un manque de direction personnelle. Ce point de vue suggère que les philosophes légalistes contemporains considèrent les humains comme des êtres légèrement élevés mais indomptés, enclins à se déchaîner sans surveillance constante. Du point de vue de Nietzsche, fabriquer des codes sociaux est un manque de respect. Selon lui, quelles que soient les structures mises en place, des hiérarchies se formeront naturellement en fonction du potentiel, des capacités et de la richesse des individus. Par exemple, les efforts visant à affirmer l'égalité entre les humains, qui est l'un des piliers de la moralité, sont voués à l'échec, car ce concept est contraire aux lois de la nature. Nous souhaitons un traitement égal pour tous les êtres humains, mais est-ce que cette réalité se concrétisera un jour? Ce sont là quelques-unes des failles que Nietzsche a trouvées dans la morale institutionnalisée. Les philosophes restent souvent incompris, paraissant énigmatiques et mystérieux, et seuls quelques-uns sont entrés dans l'histoire en s'affirmant. Au lieu de proclamations directes,
Les philosophes guident discrètement les autres à voir les choses de leur point de vue. Nietzsche a souvent déclaré qu'il préférait être mal compris, ou, plus simplement, être compris avec un effort délibéré. Il pensait que les flammes de la philosophie pourraient s'éteindre à l'avenir. C'est pourquoi il affirmait que les philosophes de son époque étaient réticents à l'égard du scepticisme. Ils préféraient préserver les dogmes et l'éthique de leur époque dans un statu quo. La philosophie est difficile, voire impossible, à enseigner. C'est un voyage à la découverte de soi qui mène les individus vers des destinations différentes. Nietzsche pense également que la plupart des gens voient les philosophes et leurs homologues scientifiques de la même manière. Cependant, il s'est efforcé de préciser que les philosophes incarnent plusieurs spécialités indéfinies. Ils sont la connaissance personnifiée. En revanche, les scientifiques n'ont pas la liberté d'esprit des philosophes. Ils se spécialisent souvent dans un domaine et sont guidés par une série de dogmes professionnels. Point clé 5. Les vertus varient selon les castes dans les sociétés humaines. De tout temps, les vertus ont défini l'orientation culturelle et morale des civilisations. Les valeurs de notre société actuelle reflètent celles que nous rencontrons à travers nos diverses influences. Les aptitudes morales de nos ancêtres ont probablement déteint sur nous. Bien qu'ils reconnaissent leur intégrité, nombreux sont ceux qui restent vigilants quant à leurs éventuels manquements. C'est pourquoi Nietzsche conseille à une âme vertueuse d'éviter de faire sentir aux moins moraux leur manque de moralité. La vertu peut être collective ou individuelle. Dans un comité des personnes, la valeur collective l'emporte sur les préférences individuelles. Perché sur son tabouret philosophique, Nietzsche affirme qu'être vertueux pourrait être contre-productif. Il affirme que certains rôles nécessitent l'assurance d'une bête brute pour forcer les gens à s'aligner sur vos objectifs. Un dictateur militaire, par exemple, ne peut se permettre d'être favorable à la vertu, car cela reviendrait à nier sa cause et son objectif. Nietzsche étend cette notion au rôle des hommes et des femmes et à l'égalité. Il parle de la façon dont les femmes sont poussées à chercher à faire carrière pour elles-mêmes et à se construire une image respectueuse. Bien qu'elles aient été écrites au XIXe siècle, les œuvres de Nietzsche semblent prophétiques et préfigurent l'émancipation des femmes du XXIe siècle, qui jouissent aujourd'hui de droits et d'opportunités accrues grâce aux efforts de leurs anciens défenseurs et à leurs propres actions. Ce changement est probablement le fruit de la prédominance de la démocratie dans pratiquement tous les coins du monde moderne. Mais ne vous laissez pas abuser par cette remarque. Nietzsche était un misogyne convaincu. Pour lui, les tentatives d'émancipation des femmes étaient risibles, et leur refus d'agir de manière charmante était presque offensant. En parlant de politique, Nietzsche a examiné de près la façon dont les démocraties européennes du XIXe siècle traitèrent les Juifs. Il révèle ainsi l'existence d'une vertu collective, c'est-à-dire d'une norme éthique que défend un groupe de personnes. Nietzsche reconnaît que la présence des Juifs dans les pays européens présente des avantages, en particulier pour les intellectuels comme lui, car ils apportent un afflux de perspectives culturelles diverses sur la vie. Cependant, il admet également que l'allemand moyen de l'époque était hostile aux Juifs et pense que les politiciens allemands auraient pu réduire les frictions en régulant l'afflux de Juifs, comme l'ont fait certains pays européens. L'amour transcende toutes les classifications morales. Il n'est ni bon ni mauvais, mais il est, et c'est là son pouvoir. Friedrich Nietzsche. Point clé 6. La mystérieuse étiquette de la noblesse. Les fluctuations du pouvoir ont toujours été à l'origine de bouleversements historiques, qui ont malheureusement souvent entraîné la répression d'un groupe et l'ascension d'un autre. Cette situation perpétue à son tour l'appauvrissement des moins privilégiés, car des entités telles que les oligarchies exercent une influence durable. Même si la société a progressé et que l'esclavage a été aboli, l'ordre des subversions subsiste, bien que sous des formes subtiles. Il est toutefois intéressant de noter que Nietzsche et les penseurs qui lui ressemblent voyaient des indices de cette évolution comme étant la voie à suivre pour l'humanité. Nietzsche ne pensait pas que les injustices brutales qui frappaient et frappent encore les sociétés résultaient de la non-civilisation. Au contraire, il affirme que les oligarchies sont le tissu même de la société, qu'il faut contrôler et empêcher de basculer vers l'anarchie. À la recherche d'une règle générale de moralité qui s'applique à la société humaine,
Nietzsche a découvert qu'il n'existait pas de vertu qu'il pouvait qualifier de définitive dans la moralité. Néanmoins, il a classé la plupart des vertus en deux catégories, celles qui sont orientées vers le maître et celles qui sont orientées vers le serviteur. Dans toutes les conditions, indépendamment de l'époque et de la civilisation, Nietzsche pense que la moralité est l'une ou l'autre de ces deux catégories. Par exemple, la morale orientée vers le maître comprend la force, l'ambition, l'audace et l'ouverture d'esprit. Elle va au-delà des simples termes de bien et de mal. Nous devrions chérir le premier et éradiquer le second. Pour Nietzsche, les personnes nobles et puissantes dirigent la morale orientée vers le maître, tandis que les personnes faibles, lâches et étroites d'esprit sont liées à la morale orientée vers le serviteur. Ces serviteurs ne cherchent pas à correspondre à leur maître par le développement, mais souhaitent vilipender toutes les vertus créées par ces derniers. Par conséquent, les serviteurs présentés par Nietzsche sont cyniques et pessimistes. Être noble implique souvent une bonne dose d'égoïsme, car la noblesse coïncide rarement avec la servilité. Une âme noble, cependant, a probablement accepté la nécessité d'exercer sa volonté de puissance, un concept que Nietzsche a établi même dans une humilité ou une piété apparente. L'individu noble reconnaît qu'il laissera inévitablement des personnes en difficulté dans son sillage. Par conséquent, chaque individu qu'une âme noble rencontre est considéré comme une aide, un obstacle ou un refuge. Enfin, Nietzsche a également critiqué les philosophes qui prétendent maîtriser la recherche pure de la vérité. Pour lui, les meilleurs philosophes ont des valeurs, une morale et des nuances qui se mêlent à leurs enseignements. Il ne fait aucun doute qu'il incarnait lui aussi cette nature. Après tout, on pratique ce que l'on prêche. Conclusion du résumé. En ce qui concerne le moi, Nietzsche a critiqué la philosophie pour son incapacité à saisir la conscience et la moralité. Il pense que l'homme oscille entre choix et destin, remettant en cause le libre arbitre. En ce qui concerne la valeur, il a découvert que la morale varie en fonction de la culture, de la situation géographique, de l'époque et de l'éveil de l'esprit. Ce changement constant dans le paradigme de la moralité l'a amené à se demander pourquoi nous défendons ces principes avec tant d'acharnement. En ce qui concerne la souffrance et l'empathie, Nietzsche a mis en évidence l'instabilité de la bonté, des valeurs et de la morale. L'empathie peut être dispensée aux faibles, tandis que les puissants peuvent les pousser à l'obéissance. Pour lui, la souffrance est un privilège qui conduit à un objectif de vie plus organique et plus mûr. En ce qui concerne la religion, Nietzsche est à l'origine de la célèbre phrase « Dieu est mort », qui a été adoptée par de nombreux athées du XXIe siècle. Cependant, nombreux sont ceux qui ont cité cette phrase hors de son contexte. La version complète est « Dieu est mort, et c'est nous qui l'avons tué », ce qui implique une perception erronée de la divinité. Une histoire raconte qu'une chrysalide s'efforçait d'échapper à son cocon et d'éclore en un magnifique papillon. Dans le jardin où cette transition était sur le point de se produire, le propriétaire du jardin remarqua la lutte et aida le papillon à émerger. Cependant, le papillon mourut peu après. L'ami du jardinier, un biologiste, expliqua plus tard que son intervention au cours de la phase symbolique du développement du papillon lui avait probablement fait perdre son pouvoir inné et sa volonté de vivre. Nietzsche a formulé cette même idée dans son concept de volonté de puissance. Selon lui, l'homme n'atteint le pouvoir intellectuel, religieux, physique et même politique qu'après s'être affiné dans la fournaise nécessaire de la souffrance. Essayez ce qui suit. Regardez l'épisode de la série Génie des temps modernes consacré à Friedrich Nietzsche pour explorer plus en détail son personnage controversé. Étudiez les philosophies de base d'autres nihilistes et existentialistes célèbres tels que Søren Kierkegaard, Jean-Paul Sartre et Friedrich Heinrich Jacobi pour vous forger votre propre opinion. Résumé fini. Prenez le temps de l'évaluer afin que nous puissions vous aider à vous développer de la meilleure façon possible.